Bonjour tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien si j'ai pas de micro? C'est la première chose que je veux vérifier. Je suis plus à l'aise avec une seule souris puis une main libre qu'une souris puis un micro. Donc, on va y aller comme ça. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça a été un changement de dernière minute, donc j'espère que je ne surprends pas personne à me pointer comme conférencière principale là, ce soir. Je m'appelle effectivement Joanie Saint-Pierre. J'ai parti une initiative il y a 3 ans et demi qui était vraiment sous forme de blog, qui s'appelle Timous dans Brousse. Notre nom signifie un peu notre mission, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faciliter l'accès à la pratique d'activités de plein air, donc faciliter l'accès à la nature aux jeunes familles. Nous, on prend on aborde un petit peu la pertinence d'aller en forêt dans un contexte familial, donc les parents avec les enfants. Vous allez voir, on va faire des parallèles un petit peu plus tard, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des services de garde, de garderie, de CPE, tout ça, donc je vous fais des liens. Si jamais vous avez des questions plus pointues sur les faits qu'on va aborder, n'hésitez pas, on en reparlera tout à l'heure au panel de discussion. Donc, Timous, c'est né d'un désir de colliger un peu l'information. Moi, j'ai guidé pendant plusieurs années. Ça fait plus de 12 ans que je guide au Québec à l'étranger, donc différentes activités de plein air. Et à la naissance de ma fille, qui est certainement la plus grande aventure d'une vie, je me suis dit, ouh, le concept d'aventure est un peu bousculé. Comment c'est possible de concilier aventure, plein air, passion avec des jeunes enfants? Et étant moi-même, pratiquant moi-même le plein air de façon régulière, là, c'est devenu un mode de vie. Finalement, je me suis dit, bien, mon conjoint et moi, on s'est fixé le défi de dire, c'est possible de continuer à aller dehors avec des enfants. Ça s'est toujours fait. Les Premières Nations sur le territoire accouchaient dans le bois, puis les enfants étaient nés, puis ensuite, ils continuaient de se déplacer sur le territoire. Les populations autochtones le pratiquent encore aujourd'hui, même dans des pays nordiques comme la Sibérie, dans le nord du Canada aussi. Donc, je me suis inspirée un petit peu de mon expérience auprès des Premières Nations parce que je les ai côtoyées longtemps, de mon expérience en tant que guide, de certaines recherches, de recherche de chercheurs, de psychologues aussi américains ou d'autres endroits que je vais vous citer un petit peu plus loin. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais j'essaie de m'informer du mieux que je peux. Donc, ce que je vous présente, il y a des choses qui sont vulgarisées. Il y en a probablement parmi vous qui vont avoir des informations plus précises, mais j'essaie de vous présenter là, sommairement les grands concepts qui sont derrière Timous et derrière notre approche aussi avec des enfants. Et lorsque Caroline m'a approchée hier pour me dire « Joanie, est-ce que tu voudrais donner la conférence ce soir? » Je me suis dit qu'il fallait absolument que je commence en faisant un honneur à ma mère parce que dès ma naissance, en fait, j'ai commencé à vouloir transgresser les règles. Ça fait ça, un enfant, hein? On lui pose un cadre, je m'excuse, hein, je suis... Oui, OK, on va faire ça comme ça. Parfait. Sinon, je vais pas arrêter de revenir. Donc, c'est l'objectif même d'un enfant de tester les limites. On lui dit non, oh, il va réessayer, il va aller un peu plus loin. On le dépose, c'est sûr qu'il va sens inverse. Il ne faut pas qu'il monte les marches, c'est certain qu'il va monter les marches. Donc, on est né un peu pour ça, pour expérimenter, pour tester, pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, les enfants à la naissance sont curieux, vont vouloir expérimenter et c'est par la diversité de leurs actions, par la variété d'expériences qu'ils vont vivre, que le développement du cerveau va augmenter, que les connexions des terminaisons nerveuses vont se multiplier aussi. Donc, cette expérience-là est importante dès le plus jeune âge et surtout pour le 0-5 ans. Et de ce que je me suis rendu compte, en fait, des constats que j'ai faits, c'est que les parcs, les activités de plein air sont souvent faits pour les familles avec des enfants à partir de 5 ou 6 ans. Parce que c'est beaucoup plus simple quand on le sait qu'un enfant est autonome, que si jamais il tombe à l'eau, il est capable de nager, il est capable d'exprimer ses besoins pour gérer les risques puis mieux contrôler son environnement. Mais Timous dans Brousse vient brusquer ça en disant « Mais attendez, non, le moment du congé parental, le 0-12 mois est une belle occasion de faciliter le contact avec la nature. C'est un moment privilégié, la petite enfance est un moment privilégié pour inspirer les enfants à vouloir aller jouer dehors, à tester justement leur capacité, leur force, développer leur confiance en soi par un environnement qui
qui est tout à fait simple. En fait, on n'a pas besoin de rien, puis tout est à notre disposition en nature pour favoriser le développement moteur, la motricité fine, le développement du cerveau aussi. Donc, on travaille dans tous les sens. Donc, là, on va aborder les règles, les normes sociales, l'expérimentation. Évidemment, je vais parler du jeu libre, actif et créatif en lien avec la prise de risque aussi. Je pense que c'était l'objectif de la présentation de M. Dugas de préciser le jeu libre. Le jeu libre fait partie intégrante des activités de plein air. Donc, prenez-le comme vous voulez. Si pour vous, vous êtes dans un milieu de garde, que le plein air, c'est un terme qui vous rejoint moins, appliquez-le au jeu libre parce que c'est la même chose finalement. Nous, c'est juste qu'on dit le jeu se passe dehors. Fait que vous allez voir que, bon, c'est notre spécialité, le plein air, fait que ça revient beaucoup, mais finalement, c'est ça. Mais c'est quoi au juste justement le plein air, ce fameux terme qu'on aborde régulièrement? Donc, c'est une activité, dans le cadre de la présentation, ce que je vous présente comme définition, c'est également la définition qui est utilisée dans un tout nouveau rapport qui a été publié par le ministère de l'Éducation supérieure, qui dit, en fait, c'est au Québec, on bouge en plein air. C'est sorti en novembre dernier. C'est vraiment un super outil. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, de comprendre un peu la dynamique du plein air au Québec, pourquoi on a si grande nature, mais qu'on ne l'utilise peut-être pas tant que ça, finalement. Donc, le plein air, c'est une activité physique pratiquée en milieu ouvert dans un rapport dynamique et harmonieux avec les éléments de la nature. C'est très simple, mais c'est toujours à l'extérieur, dans une relation, finalement, avec son environnement. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez, soit vous vouliez parler du jeu libre, ou que vous avez un intérêt à la base pour les bienfaits, que vous reconnaissez finalement les bienfaits que la nature peut apporter sur notre santé. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pas envie de vous décrire les bienfaits parce que je pense que ça va de soi, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, le document que je vous citais, là, au Québec, on bouge en plein air, l'avis sur le plein air est disponible, puis il identifie super bien aussi. Je me suis beaucoup basée sur ce document-là parce que j'ai trouvé que c'est le plus complet en termes de nature, puis en termes de rigueur des faits, puis des recherches qui sont derrière. Donc oui, on parle de diminution du stress. Mais souvent, juste le terme plein air ou aller jouer dehors l'hiver, hein, on sort-tu à moins 20? Pendant Noël, y a-tu fait froid un peu? Est-ce qu'on sort avec des enfants à moins 20? Donc, juste le fait d'y penser, autant une fois qu'on est sorti, ça peut diminuer le stress que c'est une source d'anxiété finalement. Donc, vous allez voir, on va y revenir. Mais la réflexion que je me suis posée quand on m'a approché pour la conférence, c'est de dire, s'il y en a tant de bienfaits, qu'on en parle tant du bien-être pour la santé physique et mentale, pourquoi on n'y va pas plus que ça en nature? Pourquoi on ne voit pas plus de familles à l'extérieur? Pourquoi on parle de limitation avec les enfants? Bon, oui, il y a l'augmentation des jeux vidéo, des nouvelles technologies, mais tu sais, fondamentalement, on est d'accord que c'est si important, mais il y a des enjeux qui viennent nous frapper de plein fouet quand on a des enfants, effectivement. Mais la gestion de crise, hein, la gestion des émotions, la régulation des émotions se passe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait qu'on soit en dedans ou dehors, il va toujours en avoir. Un enfant reste un enfant. Puis quand on a terminé de manger toutes les guimauves, des fois, c'est plus difficile que d'autres. Et l'habit de neige reste un défi quotidien, je vous l'accorde, l'hiver. Mais j'ai répertorié les grands enjeux. Il y en a possiblement d'autres. Moi, je me suis concentrée sur ceux qui se rapportaient le plus à Timos d'Ambrousse. Donc ensuite, prenez ce qui vous convient encore une fois. Mais certainement, l'accessibilité est un enjeu fondamental. On parle de l'augmentation de l'urbanisation. Donc, c'est sûr que si 80%
de la population du Québec habite dans des villes, mais c'est important d'avoir des villes qui sont aménagées pour favoriser les lieux de proximité de nature. Le domaine Mézeray en est un beau. Donc, il y en a plusieurs, mais ça va faire partie intégrante du défi quotidien. Des gens qui vont habiter au centre-ville, c'est sûr que la nature va être un petit peu plus difficile que des gens qui vont habiter dans la MRC de la Jacques-Cartier, où on a à sortir de la cour, puis la nature fait partie de la cour. Mais on n'a pas besoin d'aller loin, c'est ce qu'on se rend compte avec des enfants, on n'a pas besoin d'aller loin pour en profiter, et c'est le point que je vais vous emmener tout à l'heure. L'accessibilité socio-économique et culturelle, c'est un point que Timous d'Ambrousse travaille actuellement parce que vous allez voir que je ne vous ai pas présenté beaucoup de Timous. Je vous le présente au fur et à mesure de la conférence, puis à la fin, là, je vous dirai un petit mot plus précis sur nos activités, mais j'aimais mieux le faire en fonction des aspects que j'aimerais traiter avec vous. Donc, l'accessibilité socio-économique et culturelle, le fait que, oui, la nature est gratuite, mais il faut se déplacer, ça prend peut-être une voiture. Au Québec, peut-être pas au Québec, mais à Québec, parfois, les parcs sont un petit peu plus éloignés. Le transport en commun n'est pas optimal non plus pour les familles dès qu'on sort de la ville. Donc, ça amène des enjeux importants. On a un matériel de base aussi parce que si on veut profiter de l'hiver puis être confortable, mais ça prend des bons habits d'hiver, ça prend des bonnes bottes, ça prend du matériel de base pour être à l'aise en nature. Et nous, on a développé un partenariat avec Accès Loisirs Québec, qui est un organisme. Là, on a la centrale d'équipement ici à Québec et dans Limoilou. Et Accès Loisirs nous fournissent du matériel pour certaines de nos activités et nous, en échange, on offre des places gratuitement dans nos activités à leur clientèle ou leurs utilisateurs. Si c'est un organisme que vous ne connaissez pas, là, informez-vous, c'est incroyable la quantité de matériel qu'ils ont et on n'est pas au courant. Ils nous ont prêté 50 paires de patins, il y avait une centaine de paires de raquettes, ils ont de l'équipement et ils fournissent de l'équipement gratuitement aux familles à moindre revenu. Donc l'accessibilité en est un. La qualité de l'expérience est souvent répertoriée comme un enjeu majeur. L'expérience, avec un grand E, ça vient, oui, de la beauté du paysage, du site, mais ça vient de la compétence des encadreurs, des animateurs, des gens, soit des parcs ou même peut-être dans votre service de garde à la maison. Est-ce que vous êtes en mesure d'animer des enfants en nature? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut focusser l'attention si jamais la fameuse crainte de dire comment on gère une crise dans le bois? Bien, c'est pas si compliqué en réalité. On a juste à chercher un caillou puis dire qu'en dessous, il y a un ver de terre, puis whoop, on vient de changer le focus. Ou dire qu'il y a-tu des super-héros qui se cachent dans les rivières, vous pensez? Bien, en tout cas, il y a des super canards en arrière, laissez-moi vous dire. Donc la qualité de l'expérience vient du niveau d'aisance, souvent des gens, et de la gestion de risque. On va y revenir de toute façon tout à l'heure. Mais les enjeux sont certainement des prises de conscience, des réflexions à avoir pour ensuite apporter des solutions pour faciliter l'accès à la nature, faciliter la pratique d'activité aussi dans votre quotidien. Donc, assurer la promotion, c'est-à-dire informer, parler comment on fait les choses. Premièrement, les parcs doivent faire valoir leurs services. Qu'est-ce qui est possible de faire dans votre quartier? Sont où les endroits de nature pas très loin de chez vous? Si vous voulez pratiquer des activités particulières comme la raquette, bien, quel endroit fait la location de raquettes si vous n'en avez pas? Donc, la diffusion de l'information est très importante et Timous d'Ambrousse est né de ça. Donc, Timous d'Ambrousse est né du manque d'information, de la divergence d'information aussi. Quand j'ai commencé à essayer de m'informer, à dire, OK, bien, à partir de quelle température on peut aller dehors avec un bébé? C'est-tu vraiment dit? Est-ce qu'on met les enfants dans un siège d'auto avec ou pas d'habit de neige? Parce que là, on ne sait plus, là, si j'habite au 3e étage puis qu'il faut que je mette l'enfant sans habit de neige, est-ce que ça fait partie de mon quotidien d'aller dehors? Je ne suis pas sûre. Donc, l'information est super divergente puis on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'informations contradictoires en fonction des spécialisations de chacun aussi. Donc, on est dans une ère d'hyperparentalité assez importante où on veut bien faire les choses, on veut contrôler notre environnement, mais finalement, des fois, on perd un peu notre instinct puis on se met à perdre nos repères. Et si on cesse ou qu'on prend un moment où on met de côté l'accès à la nature, qu'on perd ce contact-là, bien, c'est difficile ensuite avec des jeunes enfants de retrouver notre niveau de confiance pour dire « OK, là, si j'ai 3 enfants, que je vais aller camper une nuit
au mois de juin, il y a des mouches, il peut faire 5 degrés au Parc national de la Jacques-Cartier. Comment je gère ça? Mais, tu sais, ça se fait tranquillement, ça se fait au fur et à mesure. Et pour ça, il faut s'informer. Donc, Timous, le blog de Timous est né dans cette optique-là. Et maintenant, on a diversifié nos activités, mais il y a beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver sur le comment faire les choses. Puis sinon, ça va être à chacun aussi, même au sein de votre organisation ou de votre famille, de dire, comment on apprend tout le monde ensemble à apprivoiser le quotidien pour faciliter l'accès à la nature à nos enfants. Le leadership, la concertation, ça c'est... Je vous le présente parce que je pense que c'est essentiel, puis c'est la raison d'être de 100 degrés aussi, de mettre des partenaires de l'avant pour favoriser la collaboration, pour faciliter la connexion à la nature. Donc ça fait partie de tout ça. Et certainement, pour les jeunes familles, la conciliation travail, famille, loisirs et le manque de temps en fait partie. La photo, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est que on est allé dans un hébergement insolite lundi cette semaine. Donc, tu sais, comme la présentation a été faite récemment, je me suis permis de l'intégrer. Et mon conjoint, c'était pour tester justement l'accessibilité à la famille. Et mon conjoint qui avait une rencontre importante, donc veston cravate le matin en sortant de la vie, en sortant de la yourte, c'était quand même très drôle. Donc, la réflexion de la présentation vient du fait, c'est quoi les règles ou les normes qui régissent la pratique d'activités de plein air avec des jeunes enfants? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on se fixe des limites? Est-ce qu'il y a des règles à suivre ou c'est nous-mêmes qui allons encadrer un peu ça par des normes sociales, peut-être par la peur du jugement, par nos propres craintes et anxiétés? Ça, je vais y revenir tout de suite parce que l'anxiété, pour moi, c'est un point majeur. Donc, je vous passe les deux autres informations. Moi, je vais rendre la présentation disponible, là, fait que je ne sais pas trop comment c'est géré, mais si jamais vous avez des questions ou des points que vous allez vouloir avoir plus d'informations, ça va être possible. Fondamentalement, ce que je voulais m'arrêter avec vous, c'est de dire, comment c'est possible avec ces enjeux-là, avec notre désir d'intégrer la nature à notre quotidien, de faciliter l'accès à nos enfants, finalement, au milieu naturel, comment c'est possible de l'intégrer dans notre quotidien? Certainement en famille à Noël, quand tout le monde est collaboratif. Mais je vous ai sorti quatre points qui sont des concepts faciles à appliquer, sur lesquels vous pouvez rapidement voir une différence. Donc, en développant vos connaissances et compétences, on en a parlé précédemment, d'aller chercher l'information essentielle pour favoriser votre aisance en nature. Comment faire les choses? Mais ça signifie aussi d'apprivoiser, de vous permettre l'erreur, de dire, OK, si j'ai 8 enfants parce que je suis en milieu de garde, pour moi, une sortie extérieure ou au printemps, quand il y a de la boue, si on va trop loin de la garderie, je ne sais pas comment le gérer parce que vous avez votre réalité aussi. Est-ce que chaque enfant arrive bien habillé? Est-ce que les enfants ont des vêtements de rechange? Est-ce qu'ils ont des bonnes bottes? Ou si on a des enfants qui n'ont pas de vêtements imperméables puis qui pleut, c'est sûr que c'est une limitation parce que l'équipement en fait partie du quotidien. Donc ça vient... je pense qu'un des objectifs, c'est d'éduquer aussi les familles, donc d'éduquer les personnes qui vous entourent, qui peuvent faciliter un peu la pratique. Donc, ça vient du centre, mais ça vient des parents aussi à la base. Fait que vous pouvez vous-même, en tant que service de garde, peut-être favoriser la connaissance de l'information et pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. On a déjà des outils mis sur place pour ça. On a des fiches très simples de résumé. Et apprivoiser, il faut oser. Il faut oser sortir petite sortie par petite sortie. Et c'est comme ça qu'en travaillant un concept de stimuler la curiosité de vos enfants plutôt que l'anxiété, c'est une des façons si simples quand on y pense, mais ça ne se fait pas toujours naturellement de dire un enfant à la base, on en a parlé tantôt, il est curieux, il veut s'informer, il veut tester les limites. Mais si le parent est toujours en train de dire « Hi, fais attention, hi, c'est glissant, hi, monte pas la roche, elle peut glisser, ou tu peux tomber en bas de l'arbre », mais c'est sûr que ça, on transmet de l'anxiété à nos enfants, puis on lui transmet des barrières aussi que finalement, l'enfant va être un peu déboussolé, puis il n'osera plus ou il ne saura plus comment gérer un risque. Et notre manière d'apprivoiser un défi, va se transposer sur notre personnalité aussi en vieillissant. Donc, si un enfant est capable de relever un petit défi,
de passer par-dessus un arbre avec ses raquettes quand il est tout mêlé, de faire une pile de cailloux, peu importe le défi, mais ça va se transposer aussi dans la vie des grands. Ça va lui permettre de dire, bien, non, j'ai des outils pour savoir comment résoudre des problèmes. Fait que dans les obstacles majeurs de la vie, l'enfant va être mieux outillé. Donc, c'est pas compliqué. Puis, il y a un super chercheur scientifique psychologue qui s'appelle Todd Kashdan qui a fait des études vraiment remarquables où il y a 6 façons de stimuler la curiosité de nos enfants et c'est très simple. C'est toddkashdan.com. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à y aller. Puis, cette photo-là, je vais vous en parler parce que cet été, on a fait un voyage en Guadeloupe et c'est notre petite fille de 3 ans et demi qui nous a dit « Maman, je veux monter la montagne qui crache du feu. » Puis là, on a fait « Ah ouais, le volcan, je suis pas sûre, t'es petite un peu. » Puis là, on s'est dit « Ben, attends, on va le voir. » Fait que là, un parent est parti en exploration pour voir le sentier, voir l'état des lieux. Finalement, le volcan, c'est l'ascension du Mont-Sainte-Anne, on s'entend, là. Donc, c'est un 450 mètres, mais c'est le point culminant des Petites-Antilles. Ça fait en sorte que, oui, la météo au sommet est plus difficile. On a grimpé la montagne avec nos 2 enfants, dont notre petit dernier de 6 mois. C'était clairement les plus petits aventuriers de la montagne, mais c'était notre fille qui nous poussait. Puis, tu sais, on lui disait souvent, hey, tu sais, on est à la moitié, ça va être difficile. Non, je suis forte, je suis capable. Mais, tu sais, ça, cette détermination-là, cet intérêt-là de dire, hey, je suis allée sur la montagne qui sent les œufs pourris, mais c'est fascinant quand même à voir parce que ça démontre à quel point c'est pas compliqué de stimuler la curiosité, puis ça amène tellement de beaux bénéfices. Et dans le même voyage, à la fin du voyage, le père, très fier de voir le plus gros crabe du monde entier traverser la rue devant nous, qui dit à ma fille « Regarde, Maëva! » Parce qu'au début, elle avait peur des crabes. Finalement, c'est devenu ses amis. C'est un apprivoisement. Mais le crabe s'est fait écraser devant nos yeux et vraiment, là, ça l'a éclaté partout. Puis là, je l'ai regardé en disant « Oh, tu sais, là, c'était vraiment devenu son meilleur ami, le crabe. » Donc, je ne savais pas trop comment elle allait gérer ça. Puis finalement, à regarder, tu sais, nous autres, on était comme « Ah, ouais! » On essaie de faire attention à notre réaction pour pas augmenter l'anxiété de notre enfant. Puis elle dit « Mais pourquoi le crabe a éclaté comme ça? » Fait que là, il y a eu une réflexion de dire « OK, ça, c'est bizarre, mais j'aimerais ça comprendre pourquoi. » Puis maintenant, à chaque fois qu'on arrive sur le bord de la rue, « Maman, il faut faire attention, il ne faut pas faire comme le crabe. » Ah, non, il ne faut pas faire comme le crabe. Mais il y a des apprentissages qui viennent d'une situation de stress. On peut tirer des apprentissages et se dire « Bien, crime, finalement, c'est fascinant à quel point on est capable de travailler positivement des situations difficiles. » Donc, je sais que le temps, c'est court. Je vous présente juste brièvement les 2 derniers concepts, qui est un concept de micro-aventure, qui, je pense, nous, c'est un peu la découverte Timous dans le brousse, c'est-à-dire que l'aventure, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Et partir à l'aventure, ça veut dire que, en fait, on s'engage dans une entreprise qui comprend des risques et dont le succès est incertain. C'est ça la définition d'aventure. Mais l'aventure, c'est un état d'esprit. On n'a pas besoin de traverser la Patagonie à vélo pour partir en aventure. On peut aller dans sa cour, faire un feu de camp l'hiver, se faire un chocolat chaud, chercher des grottes de fées dans le bois. Il y a plein de choses qu'on peut faire à proximité et le concept de micro-aventure devient fascinant avec des jeunes enfants parce qu'on retrouve un peu notre émerveillement et c'est si facile. Un concept simple parce que je sais qu'il y a beaucoup de garderies, ou de milieux de garde là, qui sont dans la salle. J'ai organisé à Noël, juste avant la période des fêtes, une chasse au lutin des bois avec 2 garderies. Donc, 2 garderies de 80 enfants et on faisait un contexte qui permettait d'outiller les parents à dire « Vous êtes plus capables, vos lutins chez vous? Bien, les lutins, savez-vous qu'ils vivent dans le bois? Au pôle Nord, ils vivent dans le bois, fait que sortez-les dans le banc de neige, puis vous n'en parlez pas pour une semaine, puis de temps en temps, ils reviendront faire des mauvais coups. » Mais on a caché des lutins comme ça en forêt et les enfants de 2 ans, les enfants de 2 ans et demi avec des raquettes couraient. Donc, tu sais, les éducatrices étaient comme « Mais mon Dieu, tu sais, on n'a rien à faire. » Ben non, parce que l'animation se fait tout seul quand on est dans le bois. Bon, là, on l'a encadré un peu pour faciliter, là. Mais c'est fascinant. Fait que, tu sais, juste ajouter une touche de magie, tu
trouvez une manière d'aller chercher l'intérêt des enfants. Faites un safari au toutou, faites n'importe quoi, intégrez vos thématiques, que ce soit à la maison ou à la garderie en nature, c'est pas compliqué, puis ça donne vraiment des situations magiques. Et cette activité-là, plusieurs éducatrices étaient réticentes parce que c'était nouveau, de dire « Ah, tu sais, il faut aller dans le bois, tu sais, moi, je ne suis pas trop à l'aise avec mes enfants dans le bois, des 2 ans, ça marche pas vite. » Mais finalement, une fois qu'on s'est rendu puis qu'ils ont fait l'activité, bien, ça a été unanime, c'est Joanie, ça devient une classique annuelle. Fait que là, on a créé des attentes, je pense, mais c'est juste de dire, des fois, il faut oser travailler la simplicité parce que une micro-aventure, c'est ça. C'est ce qu'on veut mettre dans le quotidien et c'est une aventure, une activité qui se veut simple, accessible, de proximité, plaisante. Le plaisir est toujours ce qu'on recherche dans le confort aussi. Donc j'ai-tu encore un petit 2 minutes? Oui? OK, parfait. On m'avait bien cadré de dire « Joanie, il ne faut pas que tu dépasses 30 minutes. » Donc, le 4e point que je voulais vous emmener, c'est effectivement favoriser la pratique du jeu libre. Et le jeu libre implique de prendre des risques. Le jeu libre fait partie intégrante du plein air, comme je vous ai dit en début de présentation, parce que c'est une activité spontanée. C'est prendre une décision, c'est de gérer un risque à dire « OK, bien, comment on peut transposer un parcours en nature, comment on peut résoudre des problèmes ou de l'animation qui va avoir été fait. » Et c'est essentiel dans la vie de prendre des risques parce que la preuve, c'est que le premier grand risque qu'un enfant va prendre, ça va être ses premiers pas. Il se lève debout, pas sûr, un pas, on a tout le temps peur qu'il se cogne le nez, on le regarde, on l'encadre, mais on l'encourage. Mais pourquoi une fois que l'enfant commence à marcher, après ça, on se bloque? Puis après ça, on met des limites puis dire « Oh, OK, oui, tu sais, là, il marche, mais là, il ne faudrait pas trop qu'il court vite. Il ne faudrait pas trop qu'il court sa glace. Il ne faudrait pas qu'il monte trop haut. Tout d'un coup, qu'il tombe. Il y a des modules de jeu, on le regarde. Ouais, le module de jeu est glissant. Il me semble que les marches sont mal faites. » On est toujours dans les questionnements, mais finalement, plus en tant que parent, en tant qu'accompagnateur, qu'éducateur, on va devenir nous-mêmes à l'aise dans notre environnement, plus notre confiance va augmenter, donc plus on va stimuler notre propre curiosité plutôt que notre anxiété, bien automatiquement, plus on va donner de l'ampleur, on va laisser la place à l'enfant de prendre des risques. Donc, c'est souvent suite à notre anxiété qu'on se met des barrières puis dire « Oui, tu sais, il faut faire attention. Moi, j'ai une bonne amie qui habite en nature, qui habite à la campagne, puis qui est toujours en train de regarder ses enfants en disant « Oui, attention, tu sais, fais attention, ouais, pas trop vite ou pas trop haut. » Mais au final, c'est son stress à elle qu'elle essaie de gérer avec l'enfant. Donc, on se rend compte que c'est à nous-mêmes de développer notre aisance, puis finalement, les situations vont se multiplier de soi. Et bon, c'était des citations que j'aimais bien parce qu'on dit que aucun jeu ne se joue sans règles, mais les règles, on peut les simplifier. Quand il y a trop de règles, on ne le comprend pas, puis on commence la partie, puis finalement, on l'arrête. Mais quand on a besoin d'accompagner les enfants, mais d'être côte à côte. Donc, il faut faire attention à la surprotection, mais il faut aussi faire attention à l'absence aussi de protection. Donc, un enfant, on ne veut pas le laisser non plus aller sur le bord d'une rivière en plein hiver puis le laisser marcher sur la glace quand on le sait que la glace est mince. On veut le regarder, on veut être là quand les risques réels sont importants, mais on veut quand même lui laisser de la latitude finalement. Donc le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Philosophie là-dessus si ça vous inspire. Et je vais juste terminer en vous parlant. Timous dans Brousse, en ce moment, on vous a parlé, oui, c'est informé, mais on a un volet, on travaille avec des collaborateurs, on travaille des récits d'aventure dans l'objectif d'inspirer aussi les gens à profiter du plein air avec leurs enfants. L'objectif premier, c'est de dire: dites-nous, démontrez-nous que vous avez des petits mousses qui aiment la brousse. C'est ça.
finalement. Donc, allez jouer dehors avec les enfants. Si vous avez besoin d'informations, bien, Timos est là. On a le blog, on répond aux questions, on donne des ateliers de formation. On peut tenter d'outiller si c'est nécessaire. Et si vous avez besoin d'activités plus encadrées, de vous réseauter, de vous faire des amis, d'aller dans le bois avec d'autres parents et d'autres enfants qui peuvent motiver vos propres enfants, bien maintenant, on lance une série d'activités, d'événements, un calendrier qui s'en vient aussi. On travaille un club de randonnée. Et le club de randonnée, en ce moment, on est en campagne de financement participatif sur le site de la Ruche parce que ce qu'on veut, c'est établir des normes de sécurité. Parce qu'on sent que, en ce moment, il n'y a peut-être pas il y a des normes sociales, mais il n'y a pas de règles à proprement dit. Puis je pense que c'est pour certaines personnes un frein de dire « Ouais, mais comment on fait les choses? » Donc, tu sais, est-ce qu'on peut faire du canot avec un enfant de 3 ans? À partir de quel âge on met un casque à un enfant? Est-ce qu'on peut faire du vélo avec un tout petit? Est-ce qu'il faut mettre un casque à un enfant dans une remorque à vélo? Mais toutes ces questions-là, il y a des façons de faire, il y a des grands principes. Donc, nous, on veut répertorier tout ça, colliger l'information, mais aussi travailler des standards pour faciliter l'accès à la nature, dire « Allez dans le bois avec vos bébés, c'est sécuritaire, mais attention, il y a une façon de faire. » Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à vous informer sur notre site Internet. On a une page Facebook dynamique aussi, là, vous allez voir tous les liens. Puis, on a un projet de certification pour les parcs également pour répertorier des lieux, pour assurer que les destinations sont bien accessibles et finalement destinées aux jeunes familles. Je vous laisse les sources pour ceux qui décident d'en apprendre un petit peu plus. Et je vous remercie pour l'importance que vous accordez à amener vos petits mousses dans la brousse. Puis, notre objectif, c'est toujours de rapprocher la nature de notre culture. Donc, je vais rester disponible pour vos questions si vous en avez. Merci.